Ma famille a dit que je gâcherais le mariage. Laisse ta sœur profiter de sa journée. Donc je n'y suis pas allé. Ce soir-là, j'ai regardé les informations, son mari l'a frappé devant toute la salle de réception. Je m'effondre dans mon fauteuil en cuir préféré, je retire mes bottes de travail et je fléchis mes orteils. La restauration de la maison Buchanan a consumé chaque minute de ma journée, entre des planchers pourris, du plâtre qui s'effritait, et un escalier centenaire qui m'a résisté à chaque éclat de bois. Mes muscles me font mal, de cette douleur satisfaisante qui ne vient que du travail bien fait. Mon téléphone vibre sur la table basse. Je l'ai d'abord ignoré, préférant prendre le verre de cabernet que j'avais versé 10 minutes plus tôt. Le liquide Bordeaux attrape les derniers rayons dorés du coucher de soleil à travers mes fenêtres d'artisan. Le téléphone vibre encore, et encore. Je prends une longue gorgée et l'attrape, parcourant les notifications du pouce. Un autre jour, une autre douzaine de mails d'entrepreneurs et de clients. Puis je le vois. Mon pouce se fige au milieu du défilement. Une photo de ma sœur Nila, drapée de satin blanc, son visage rayonnant sous un voile délicat. La légende en dessous dit, dernier essayage pour le grand jour. Nila et Travis. Pour toujours. Mon souffle se coupe. Mariage. Quel mariage? Je balaie frénétiquement mon fil d'actualité. Des photos inondent mon écran. Ma cousine Marissa, présentant des robes de demoiselle d'honneur. Ma tante Rosa, arrangeant des échantillons de fleurs. Les mains de ma mère, tenant des échantillons de faire-part en relief. Un faire-part que je n'ai jamais reçu. Je clique sur la dernière image. Les commentaires défilent en dessous. J'ai hâte de célébrer avec vous le mois prochain. Le lieu a l'air magnifique. Tellement heureuse de faire partie de votre journée spéciale. 57 commentaires. Des noms de parents, d'amis, de cousins éloignés que je n'ai pas vus depuis la remise des diplômes du lycée. Tout le monde y va. Tout le monde sauf moi. Mon téléphone sonne, me surprenant. Le nom de ma mère clignote sur l'écran. Cynthia Alvarez. Un timing parfait. Je réponds, pressant le téléphone contre mon oreille. Maman. Debra, chérie. Sa voix semble mesurée, trop prudente. Je pensais justement à toi. Comment va le travail? Mon autre main se serre en un point. Le travail va bien. Je viens de voir la robe de mariée de Nila sur Instagram. Le silence s'étire pendant 3 battements de cœur. Oh. Elle s'éclaircit la gorge. J'allais t'appeler à ce sujet. Mes jointures blanchissent autour du téléphone. Le mariage de ma propre sœur? Mon invitation s'est perdue? Debra. Son ton change, cette note familière de désapprobation s'insinuant. Ne ramène pas tout à toi. Tu sais à quel point Nila est sensible. Sensible? Qu'est-ce que ça a à voir avec? Tu es toujours si occupé par ta carrière. Nila a pensé que tu ne prendrais pas le temps de toute façon. La pièce semble soudainement plus froide. Je me lève, me déplaçant vers la fenêtre, d'où la ligne d'horizon de Denver scintille au loin. Alors vous avez tous simplement décidé de ne pas m'inviter? Au mariage de ma sœur? Travis pense que la famille est importante, dit-elle, comme si cela expliquait tout. Et je ne suis pas de la famille. Les mots écorchent ma gorge. Bien sûr que si. Mais tu sais comment les choses ont été. Après que tu aies critiqué son café. J'ai co-signé son prêt. 22 000 $ que j'ai remboursé après qu'elle ait abandonné l'entreprise. Elle devait penser aux enfants. La voix de ma mère durcit. La maternité célibataire n'est pas facile, Debra. Je presse mon front contre la vitre froide de la fenêtre. De vieux souvenirs refont surface, Nila a 10 ans brisant le vase de grand-mère. Moi, endossant la responsabilité. Nila a 17 ans, faisant le mur. Moi, la couvrant. Moi, à 16 ans, annonçant ma bourse en ingénierie. La réaction dédaigneuse de maman. Bien sûr que tu l'as eu, tu es la responsable. La responsable. Toujours. Je n'ai pas été oublié, maman, je murmure. J'ai été effacé. Maintenant, tu fais du drame. Elle soupire. Le son d'une femme accablée par un enfant déraisonnable. On pourra en reparler plus tard. Je dois aller aider Nila avec les plans de table. L'appel se termine. Je fixe mon téléphone.
regardant de nouvelles publications de mariage apparaître. Nila, tourbillonnant dans sa robe. Travis et ses garçons d'honneur, dégustant des gâteaux. Mes parents, rayonnant aux côtés du couple heureux. Un portrait de famille sans moi. Mon téléphone vibre avec des textos de Jenna. Tu as vu? Appelle-moi. Marcus du travail. Je viens de voir les trucs du mariage de ta sœur, c'est quoi ce bordel? Madame Henderson, la voisine. Ma chère, êtes-vous au courant de ce qui se passe avec votre famille? Même les personnes en périphérie de ma vie ont remarqué mon exclusion. Je me laisse retomber dans mon fauteuil, le poids de 35 ans pesant sur moi. J'ai construit ma carrière en restaurant des trésors historiques, en redonnant de la beauté à des lieux oubliés. Mais je ne peux pas restaurer ma place dans cette famille. La prise de conscience me submerge comme une douche froide. Toutes ces années, j'ai été celle qui répare, la responsable, la main ferme. J'ai co-signé des prêts, gardé les enfants sur demande, écouté des crises de larmes à minuit. J'ai été présente quand personne d'autre ne l'était, et voici ma récompense. L'effacement. Mon téléphone vibre à nouveau. Je le mets en silencieux sans regarder et le pose face contre table. De ma fenêtre, je peux voir les montagnes à l'ouest de Denver, leur sommet cuivré par la lumière déclinante. Au-delà se trouve Boulder, où mes parents vivent encore dans la maison victorienne où nous avons grandi. Où Nila est revenue avec ses 2 enfants après qu'Eric l'ait quitté. Où ils organisent un mariage sans moi. Quelque chose change dans ma poitrine. Pas la bouffée de chaleur de la colère ou la piqûre de la blessure, mais quelque chose de plus froid, de plus délibéré. Une certitude tranquille. Cette fois, je murmure à la pièce vide, je ne réparerai pas ce qu'ils ont cassé. Je reprends mon téléphone et ouvre à nouveau Instagram. Avec une précision méthodique, je me désabonne du compte de ma sœur. Puis de celui de ma mère. Mon père. Mes cousins. Chaque pression de mon doigt ressemble à la dépose d'un fardeau que j'ai porté trop longtemps. Ce n'est pas un acte de vengeance. C'est une décision. Une limite. La dernière lueur dorée s'estompe de mes fenêtres, plongeant mon salon dans l'ombre. Je ne bouge pas pour allumer les lampes. Au lieu de cela, je reste assise dans l'obscurité grandissante, me sentant plus légère que je ne l'ai été depuis des années. Pour la première fois de ma vie, je ne me précipite pas pour recoller les morceaux brisés de la famille. Et le silence qui suit ressemble à la liberté. Mes pneus crissent sur l'allée de gravier de la maison victorienne de mes parents à Boulder. Le soleil du matin scintille sur le vitrail au-dessus de la porte d'entrée, projetant des fragments de rubis et d'ambre sur le porche. La maison se dresse fièrement contre le décor montagneux, ses garnitures en pain d'épices et ses larges avantois aussi familiers que mon propre reflet. Je serre le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. 3 jours depuis la découverte des plans de mariage de Nila, 3 jours d'appels ignorés de tout le monde sauf de maman, dont les messages vocaux deviennent de plus en plus dramatiques. La silhouette voûtée de papa apparaît dans l'embrasure du garage. Héctor Alvarez, se cachant perpétuellement derrière des projets. Aujourd'hui, c'est sa Mustang de 1967, celle qu'il restaure depuis que je suis au lycée. Il se redresse en apercevant ma voiture, essuyant la graisse de ses mains sur un chiffon qui a connu des jours meilleurs. Ses yeux se dirigent vers la maison, puis reviennent vers moi. Il ne fait pas de signe. Je coupe le moteur et sors dans la chaleur de juin. Papa. Debbie. Il hoche la tête, se retirant plus profondément dans le garage. Ta mère est à l'intérieur. Bien sûr qu'elle l'est. Et bien sûr, il ne se tiendra pas à ses côtés pour cette conversation. Certaines choses ne changent jamais. La moustiquaire grince lorsque j'entre. La maison sent la cannelle et le café, la version de maman de l'armure émotionnelle. Elle apparaît dans l'embrasure de la cuisine, le visage arrangé en une sollicitude soignée. Debra. J'allais justement t'appeler. Cynthia Alvarez, reine du timing opportun. Un café? J'ai fait ton gâteau au café préféré. Je ne veux pas de café. Je reste debout dans l'entrée, les mains dans les poches. Je veux savoir pourquoi je n'ai pas été invité au mariage de Nila. Le sourire de maman vacille, puis se reforme. Oh chérie, c'est compliqué. Tu as été si occupée par ta carrière. Arrête. Le mot tranche net son excuse. Ce n'est pas une raison. Elle s'affaire avec la cafetière, gagnant quelques secondes. Nila avait peur que tu n'approuves pas Travis. Tu peux être.
Intimidante. Intimidante? Parce que j'ai posé des questions quand elle l'a présenté après seulement 3 semaines de relation? Il pense que la famille est importante, des bras. Elle pose 2 tasses sur le comptoir avec des mains tremblantes. Et tu as toujours été si indépendante. La porte du garage s'ouvre. Papa entre en traînant les pieds, les yeux fixés sur le parquet. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà, murmure-t-il. Plus difficiles pour qui, je demande, la chaleur montant dans ma poitrine. Pour Nila? Pour Travis? Pour vous deux? Qui a toujours trouvé des excuses pour elle? Je. Les yeux de maman s'emplissent de larmes bien entraînées. Ce n'est pas juste. Juste? Le mot explose en moi. Était-ce juste quand j'ai co-signé ce prêt commercial pour son café? 22 000 $, maman. C'est ce que j'ai remboursé après qu'elle l'ait abandonné 9 mois plus tard. Elle devait penser aux enfants, intervient papa, croisant enfin mon regard. Après qu'Eric soit parti. Eric est parti il y a 4 ans. Le fiasco du café, c'était l'année dernière. Je m'approche de deux. J'ai fait ses paiements pendant qu'elle postait des photos de vacances de Sedona. La maternité célibataire n'est pas facile, murmure maman. Et Travis est sa seconde chance, la voix de papa se raffermit avec cette défense familière. Il a un bon travail dans la vente pharmaceutique. Il peut lui apporter de la stabilité. Alors, elle a trouvé son gagne-pain. Et maintenant, je suis embarrassante? Les pièces s'emboîtent dans un ordre écœurant. Est-ce que Travis a dit qu'il ne voulait pas de moi là-bas? Leur silence le confirme. Il pense que je ne me soucie pas de ma famille. Je ris. Le son est dur dans le décor chaleureux de la cuisine. C'est la meilleure. Venant d'un homme qui la connaît depuis quoi, 7 mois? S'il te plaît, comprends, maman attrape mon bras. Ce mariage signifie tout pour elle. Après le café. Après qu'Eric l'ait abandonné avec les enfants. Emma et Lucas méritent la stabilité, ajoute papa. Toujours les enfants comme bouclier. Emma, 8 ans, et Lucas, 6 ans, brandit comme justification pour chaque mauvaise décision que prend Nila. Et moi, alors, je demande doucement. Qu'est-ce que je mérite après avoir payé ses dettes? Après avoir fait du babysitting chaque week-end où elle avait un rendez-vous? Après l'avoir écouté pleurer à propos d'Eric à 2 heures du matin pendant des mois. Tu es plus forte, dit maman. Comme si c'était un compliment. Tu as toujours été la responsable. La responsable. Le distributeur automatique de la famille. La thérapeute gratuite. La babysitter d'urgence. Jamais la sœur qui mérite d'être incluse. Je me tourne vers la porte. Soudainement épuisé. Le poids de leurs attentes, de leurs manipulations, me semble plus lourd que les poutres en bois que j'ai installées hier dans la maison Buchanan. Des bras. S'il te plaît. Maman me suit. Nous sommes une famille. Famille. Je m'arrête à la porte. Est-ce que c'est ce que nous sommes? Papa s'avance. Où vas-tu? Loin d'ici, je dis simplement. Si Nila veut un mariage parfait, elle peut l'avoir sans moi. Je les laisse debout dans l'embrasure de la porte. Le visage peint de confusion. Comme s'ils ne pouvaient pas comprendre que cette fois, je n'encaisserai pas le coup. 20 minutes plus tard. Je me glisse dans une banquette au Copper Kettle. Le café où travaille Jenna. Elle m'aperçoit et m'apporte un latte sans que je le demande. Se glissant en face de moi. C'était si terrible que ça. Jenna me connaît depuis l'université. Elle reconnaît sur mon visage les séquelles d'une confrontation familiale. Pire. J'enlace la tasse chaude de mes mains. Travis ne pense pas que je me soucie de la famille. C'est pour ça que je n'ai pas été invité. Travis. Elle ricane. Le type qui connaît ta sœur depuis 5 minutes pense qu'il peut décider de qui se soucie de la famille. Apparemment. Jenna jette un coup d'œil autour d'elle, puis sort son téléphone. En parlant de Travis. Elle le fait glisser sur la table. Kelly a pris ça hier soir au Downtown Lounge. Les photos montrent Travis. Le bras enroulé autour d'une femme blonde qui n'est certainement pas ma sœur. Il rit. Leurs têtes sont proches. Sur la dernière image, ses lèvres se pressent contre son cou. Mon estomac se serre, non pas de surprise mais d'une confirmation amère.
Ça a été pris quand? Hier soir. Vers 23 heures. Je repousse le téléphone vers elle. Et qu'est-ce que je suis censé faire de cette information? Jenna cligne des yeux. Le dire à ta sœur? À tes parents? Annuler le mariage avant qu'elle n'épouse un tricheur? L'ancienne moi aurait fait exactement ça. Se serait précipitée pour protéger Nila d'elle-même. Aurait absorbé sa rage quand elle se serait inévitablement retournée contre la messagère. Non. Le mot semble étranger mais juste. Je ne vais pas faire ça. Debra. Cette fois, je laisserai la vérité se révéler d'elle-même. Je sirote mon latte qui refroidit. Je ne suis pas invité au mariage, tu te souviens? Ce n'est pas mon rôle d'interférer. Jenna m'étudie de l'autre côté de la table. Ce n'est pas toi. Peut-être que ça devrait l'être. La prise de conscience s'installe dans ma poitrine. Pas avec de la culpabilité mais avec de la certitude. J'ai passé ma vie à réparer les erreurs de Nila. Regarde où ça m'a mené. Exclu de son mariage, concède Jenna. Exactement. Je redresse les épaules. Alors laissons Travis être Travis. Laissons Nila faire ses choix. J'en ai fini d'être le filet de sécurité de la famille. Et si elle l'épouse? Alors elle l'épousera. Les mots devraient faire plus mal qu'ils ne le font. Je ne peux pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Pour la première fois de ma vie, je ne me précipite pas pour empêcher une catastrophe de s'abattre sur ma famille. L'inconfort de l'inaction pèse lourdement dans mon estomac. Mais en dessous coule un courant de quelque chose d'inconnu. Le soulagement. Je me verse un verre de cabernet et m'installe près de ma fenêtre. La ligne d'horizon de Denver scintille dans la nuit. Mon téléphone est posé face contre table sur la table basse. Délibérément silencieux. 3 semaines se sont écoulées depuis que j'ai découvert mon exclusion du mariage de Nila. Et aujourd'hui, c'est le grand jour au domaine de Ridgewood. Le Ridgewood. Même le nom suinte l'argent ancien et l'exclusivité. Selon les informations de Jenna, maman a passé des semaines à arranger des roses blanches et des touches dorées dans tout le manoir historique. 150 invités. La presse locale couvrant l'union de Travis Reed, ingénieur éminent, et de ma sœur, la demoiselle en détresse perpétuelle. Je prends une lente gorgée, savourant la complexité du vin. Pour la 10e fois aujourd'hui, je résiste à l'envie de consulter les réseaux sociaux. À quoi bon? À la place, je saisis mon exemplaire corné de « Restauration éthique and historical architecture ». Le travail me recentre toujours. Mais mon téléphone vibre, cliquetant contre le bois. Puis encore. Et encore. Quelque chose dans le rythme persistant m'agace. Je mets mon livre de côté et prends le téléphone. 27 notifications. Toutes dans les 4 dernières minutes. Mon pouce plane au-dessus de l'écran. Une partie de moi veut l'éteindre complètement. Finir mon vin en paix. Mais un vieil instinct, ce réflexe de « la responsable », me fait balayer l'écran. Une vidéo remplit mon écran. Des images tremblantes de la grande salle de bal du Ridgewood. Des roses blanches partout. Exactement comme Jenna l'avait décrit. Des invités en tenue de soirée, regroupés contre les murs. Et au centre, Nila et Travis. Le mascara de ma sœur coule sur son visage. Sa robe blanche parfaite, froissée dans ses poings alors qu'elle crie quelque chose d'inintelligible. Travis la domine, sa veste de smoking déboutonnée, sa cravate de travers. Son visage se tord de rage. « Tu savais que je voyais quelqu'un » crie-t-il, sa voix craquant à travers le haut-parleur de mon téléphone. « Tu m'as piégé ?» Nila se jette en avant, le poussant à la poitrine. Tout le monde le savait. Tu n'étais pas vraiment discret. Puis ça arrive. Le bras de Travis se balance, sa paume ouverte frappant la joue de ma sœur. Le claquement résonne dans la salle de bal. Des halètements s'élèvent de la foule. La caméra tremble violemment alors que la personne qui filme réagit. Oh mon Dieu, je murmure, les doigts pressés contre mes lèvres. La vidéo se coupe. Je fais défiler frénétiquement les messages, reconstituant la suite des événements. Jenna, Debra. Tu vois ça? Marcus, putain de merde. Je viens de voir le désastre Reed Alvarez sur Instagram. Madame Henderson, la voisine, ma chère, votre famille est aux informations. Chaîne 9. Je passe à l'application d'actualité locale.
C'est là. Déjà en dernière minute. Un mariage mondain se termine par des accusations d'agression. Les images repassent, cette fois sous un angle différent. J'aperçois le visage horrifié de ma mère en arrière-plan. Mon père, tentant de se précipiter avant d'être retenu par 2 autres hommes. La voix du présentateur intervient. La police a été appelée au prestigieux domaine de Ridgewood ce soir après que le marié, Travis Reed, aurait agressé la mariée Nila Alvarez lors de ce que les témoins décrivent comme une vive dispute au sujet d'allégations d'infidélité. J'éteins brusquement le téléphone, le jetant sur le coussin à côté de moi. Mon pouls martèle dans ma gorge. Une partie de moi, une partie dont je ne suis pas fier, ressent une satisfaction malsaine. Mais elle est rapidement engloutie par une véritable inquiétude pour Nila. Peu importe nos différends, voir ma sœur être frappée le jour qui aurait dû être le plus heureux de sa vie me retourne l'estomac. Je vide mon verre de vin, le remplis à nouveau, et j'attends ce que je sais qui va arriver. Le téléphone sonne à 23h47. Le nom de ma mère clignote sur l'écran. Je le laisse sonner 4 fois, me ressaisissant, avant de répondre. Maman. Des sanglots éclatent à l'autre bout du fil. Déborah. Sa voix se brise, fine et fluette. Ta sœur est blessée. S'il te plaît, viens. Je ferme les yeux, les mots que j'ai prononcés 1 millier de fois dans ma vie sur le bout de ma langue. J'arrive tout de suite. Je vais arranger ça. Je vais aider. Mais quelque chose m'arrête. Le souvenir de faire défiler des photos de mariage que je n'étais pas censé voir. Les années passées à nettoyer les dégâts de Nila. L'argent que je rembourse encore. Je n'étais pas invité, maman, dis-je doucement. Arriver maintenant ne ferait qu'empirer les choses. Un silence s'installe entre nous, si profond que je peux entendre sa respiration saccadée. Mais elle a besoin de toi, murmure finalement Cynthia. Elle a toujours eu besoin de toi. Non, la corrigeai-je gentiment. Elle avait besoin de Travis. Elle avait besoin de sécurité, d'un statut et d'un mariage de conte de fées. Ce dont elle avait besoin de moi, c'était de mon absence. Ce n'est pas juste, Déborah. Je sais. Je fais tourner le vin dans mon verre, le regardant capter les lumières de la ville. M'exclure non plus. Encore le silence. Je peux presque voir son visage, le calcul derrière ses yeux, cherchant le levier qui a toujours fonctionné auparavant. La culpabilité. La responsabilité familiale. La certitude que Déborah arrangera tout. Je suis désolé pour ce qui s'est passé, j'ajoute, ma voix plus douce. Vraiment, personne ne mérite ça. Mais je ne suis pas la solution cette fois. La ligne se coupe sans un autre mot. Je fixe le téléphone, sentant quelque chose de fondamental changer en moi. Pour la première fois de ma vie, j'ai refusé de me précipiter dans une crise familiale. L'absence de panique me surprend. Je dors mieux cette nuit-là que je ne l'ai fait depuis des années. Le lendemain soir, Jenna arrive avec des plats à emporter de ce restaurant thaïlandais de la 17e rue. Nous mangeons à mon îlot de cuisine, les nouvelles en sourdine sur la télévision de l'autre côté de la pièce, diffusant occasionnellement des images du désastre du mariage. Tu tiens le coup, demande Jenna, en roulant des nouilles autour de sa fourchette. C'est une sacrée histoire. Étonnamment bien, j'admets, bien que les voisins continuent de me lancer ces regards compatissants quand je vais chercher le courrier. Madame Henderson m'a demandé si tu avais besoin de quelque chose quand je me garais. Je ris. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle m'a apporté du pain aux bananes ce matin. Le langage universel du réconfort en temps de crise. Jenna sourit, puis redevient sérieuse. Ta mère a encore appelé. Hier soir, je n'y suis pas allé. Les sourcils de Jenna se haussent. Sérieusement? Ça, c'est nouveau. Ça aurait dû arriver depuis longtemps, la corrigeai-je. Après le dîner, Marcus m'envoie un texto pour prendre de mes nouvelles. Un autre développement inhabituel dans ma vie normalement tranquille. Mon collègue est devenu une source surprenante de perspective, il comprend ce que c'est d'être le mouton noir de la famille. J'ai vu plus d'images aux infos. Tu vas bien, écrit-il. Mieux que prévu, je réponds. Bien. Certaines familles ne t'apprécient que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose à réparer. Crois-moi, je sais. Ces mots s'installent en moi comme une vérité. J'y pense encore quand on frappe à ma porte d'entrée juste après 9 heures. À travers le Judas, je vois mon père,
trempé par l'averse soudaine, debout sur mon porche sans parapluie. L'eau coule de ses cheveux argentés sur son visage buriné. Il a l'air d'avoir 10 ans de plus que la dernière fois que je l'ai vu. Déborah, appelle-t-il, sa voix à peine audible à travers la porte. S'il te plaît, j'ai besoin de te parler. Je penche mon front contre le bois frais, sentant la vibration de ses coups contre ma peau. C'est à propos de la maison, ajoute-t-il, le désespoir craquelant sa voix. La banque menace de saisir. Ma main se fige sur la poignée. Saisie ? Mes parents possèdent cette maison victorienne depuis 35 ans. Une partie de moi veut faire comme si je n'étais pas à la maison. Le laisser sous la pluie et lui faire goûter à l'abandon. Mais ses épaules affaissées et son apparence trempée tirent sur quelque chose de profond et d'ancré en moi. Avec un soupir, je tourne la serrure et ouvre la porte. Tu as 10 minutes, je lui dis, en m'écartant. Et il vaut mieux que ce ne soit pas à propos de Nila. Il entre, l'eau de pluie formant une flaque à ses pieds, et secoue la tête. C'est pire que ça, dit-il, sortant une épaisse enveloppe en manille de l'intérieur de sa veste. Bien pire. Alors que je ferme la porte derrière lui, un frisson me parcourt, qui n'a rien à voir avec la pluie. Pendant qu'il se sèche, je remplis la bouilloire électrique. Certaines conversations nécessitent des boissons chaudes. Mes mains tremblent légèrement alors que je sors 2 tasses du placard, anticipant la nouvelle crise familiale qu'il a apportée à ma porte. Quand il réapparaît, il a l'air plus petit, en quelque sorte. Diminué. Il serre une enveloppe en manille, froissée et humide sur les bords. Nous avons utilisé ton argent pour autre chose, dit-il sans préambule. La bouilloire siffle. Je verse de l'eau chaude sur des sachets de thé, m'accordant du temps pour digérer ses paroles. Quel argent ? Les chèques mensuels. Pour la maison. Il y a 4 ans, mes parents ont prétendu avoir des difficultés avec leur prêt hypothécaire. Je leur envoyais $1100 chaque mois depuis. Pour l'hypothèque, je dis lentement. C'est ce que vous m'aviez dit. Pas exactement. Il fait glisser l'enveloppe sur ma table à manger. C'était pour un prêt. Une ligne de crédit sur valeur domiciliaire. J'ouvre l'enveloppe, étalant le contenu sur le bois poli. Relevé bancaire. Document de prêt. Avis de procédure de saisie imminente. Mes yeux tombent sur le montant du prêt. $195 000. Vous avez pris une LDCVD ? Il hoche la tête, les yeux fixés sur ses mains. Pour Nila. Après le départ d'Eric, les enfants avaient besoin de stabilité. Je parcours les documents, mon sang se glace en repérant les co-signataires, Cynthia Alvarez et Nila Alvarez. Papa, Nila n'habite plus dans cette maison depuis des années. Comment a-t-elle pu co-signer ? Ta mère. Il s'arrête, déglutit difficilement. Elle a dit à la banque que Nila vivait avec nous. La compréhension s'abat sur moi. Donc l'argent que j'envoyais servait à payer les mensualités de la LDCVD, pas l'hypothèque initiale. Je saisis une calculatrice de mon tiroir de bureau, tapant les chiffres avec des doigts tremblants. 4 ans. 12 mois. $1100 par mois. $82 000. Ma voix semble lointaine, comme si quelqu'un d'autre parlait. Vous m'avez pris $82 000 sous de faux prétextes. Déborah. Où est passé l'argent ? Je demande, frappant la table de ma paume. Une tasse sursaute, renversant du thé sur les relevés. Aucun de nous ne bouge pour nettoyer. Les dettes de Nila. Les frais de justice après le départ d'Eric. La compte pour sa maison. Travis avait des exigences sur l'endroit où il vivrait. Je ris. Un son dur qui me surprend même moi. Travis. L'homme qui l'a frappé à leur mariage. C'est lui qui a eu mon argent ? Papa ne répond pas. Ce qui est une réponse suffisante. Je me lève. Me dirigeant vers mon bureau avec une précision mécanique. Je reviens avec mon téléphone et mon appareil photo numérique. Je commence à photographier chaque document. Qu'est-ce que tu fais ? Demande-t-il. Je documente une fraude. L'obturateur de l'appareil photo clique avec une finalité satisfaisante. Une fraude bancaire. Spécifiquement. Falsification des informations de résidence sur une demande de prêt. Tu ne peux pas, je le peux absolument. Je continue de photographier. Les mains stables maintenant. Et je le ferai. Ça détruirait ta mère.
Les enfants de Nila. Non. Je lève une main. N'ose pas me mettre ça sur le dos. Ce n'est pas moi qui ai menti. Ce n'est pas moi qui ai volé. Son visage se décompose. Nous n'avons jamais eu l'intention de. Si, vous l'aviez. Je pose l'appareil photo. Le regardant droit dans les yeux. Vous aviez l'intention de tout. Vous ne vous attendiez juste pas à vous faire prendre. Mon téléphone vibre. Un texto de Marcus. Mon collègue. Les coordonnées de la banque arrivent. Mes cousins sont dans les enquêtes sur la fraude hypothécaire. Combien reste-t-il sur la LDCVD, je demande. Environ 70 000 $. Papa se frotte le visage. L'avis de saisie est arrivé hier. Ils exigent le remboursement intégral du solde. Je reprends la photographie. Capturant chaque signature. Chaque fausse déclaration. Papa regarde en silence. L'ampleur de ce qu'ils ont fait s'imposant enfin à lui. Pourquoi maintenant, je demande finalement. Pourquoi me le dire après tout ce temps? Ta mère pensait qu'on pourrait refinancer. Mais aucune banque ne veut nous toucher après que le fiasco du mariage ait fait la une des journaux. Il hésite. Et je ne pouvais plus vivre avec ça. Pas après que tu aies été exclu du mariage. Pas après tout. Mon téléphone sonne. Je réponds sans vérifier l'identité de l'appelant. La voix de Jenna remplit la ligne. Sois prête. Le lendemain, je me tiens au centre de mon salon. J'examine mes préparatifs avec l'œil méticuleux que je réserve normalement aux inspections de bâtiments historiques. La grande table à manger en chêne, un projet de restauration que j'ai sauvé d'une ferme des années 1880, domine l'espace. Sa surface raconte une histoire de trahison à travers des papiers, des photographies et des relevés bancaires soigneusement disposés. Un coup à la porte annonce l'arrivée de tante Rose. Je l'ai choisie avec soin. La sœur de papa. Le seul membre de la famille qui n'a jamais fait de favoritisme. Tu as l'air fatigué, Mija, dit-elle en entrant. Ses cheveux parsemés d'argent encadrent des yeux inquiets. Pas fatigué. Prête. J'ajuste une pile de relevés bancaires. Merci d'être là. Elle me serre la main. La famille devrait dire la vérité, pas de jolis mensonges. La sonnette retentit à nouveau. Mon estomac se serre alors que je vérifie ma montre, ils sont en avance de 15 minutes. Une démonstration de force. Typique de Cynthia. Je vais faire du café, propose Rosa, se retirant dans la cuisine. J'ouvre la porte pour les trouver blottis sur mon porche. Le visage de maman porte un masque de dignité blessée. Papa étudie ses chaussures. Nila se tient légèrement derrière eux, les bras enroulés protecteurs autour de son ventre. Entrez. Ma voix semble étrangère à mes propres oreilles, stable, imperturbable. Ils défilent devant moi comme des participants à des funérailles solennelles. Personne ne parle alors qu'ils s'installent autour de ma table à manger. Nila allaite doucement en remarquant les papiers. Les épaules de papa s'affaissent davantage. Les lèvres de maman se pincent en une ligne exsangue. Tante Rosa apporte du café que personne ne touche. Je reste debout. Le silence s'étire jusqu'à ce que maman bouge sur sa chaise. À quoi rime tout ce drame, Déborah, si tu as besoin d'aide avec tes finances? Arrête. Le mot tranche sa dérobade. Pour une fois dans ta vie, arrête de parler et écoute. Je fais glisser un document vers elle. Voici la ligne de crédit sur valeur domiciliaire que vous avez contractée il y a 4 ans. 195 000 $. Avec Nila listée comme co-signataire, affirmant qu'elle vivait à la propriété. Les yeux de papa se ferment brièvement. Ceci, je continue, poussant un autre document, est le contrat de location que j'ai signé quand j'ai déménagé il y a 12 ans. Celui qui vous interdit spécifiquement d'utiliser mes informations financières ou de prétendre que j'habite là. Je tapote une pile de relevés bancaires. Et ceci montre les transferts d'argent. 1100 $ par mois de mon compte au vôtre. Pour un total de 82 000 $ sur 4 ans. Le visage de Nila perd toute couleur. Maman? De quoi parle-t-elle? Notre mère m'a dit que la maison avait besoin de réparation, j'ai expliqué. Sans jamais quitter Cynthia des yeux. Un nouveau toit. Des travaux de fondation. Qu'elle et papa avaient du mal à joindre les deux bouts à la retraite. Elle a demandé de l'aide. J'ai accepté d'envoyer ce que je pouvais chaque mois.
Mes doigts tremblent légèrement alors que je dispose les photographies. Ce sont des photos de la caméra de sécurité du hall de la banque. Maman déposant mes chèques directement sur le compte de paiement de la LDCVD. Le menton de Cynthia se lève. Je n'ai fait que ce que je devais faire pour garder un toit au-dessus de la tête des enfants. Tu as gardé ce toit avec mon argent et ma confiance. La fureur palpite derrière mes yeux, pourtant ma voix reste calme. Le même argent que j'ai gagné en travaillant 60 heures par semaine tout en remboursant le prêt du café raté de Nila. La bouche de Nila s'ouvre en grand. Le prêt du café? Mais tu avais dit que c'était un refinancement. Ta sœur a co-signé pour ton entreprise, intervient doucement tante Rosa. Quand elle a fait faillite, elle a remboursé chaque centime. Papa parle enfin, la voix rauque de honte. Debbie, nous n'avons jamais voulu que ça aille aussi loin. Non. Je lève la main. Les intentions n'effacent pas la fraude. La fraude, s'étrangle Cynthia. Nous sommes une famille. Une famille ne se vole pas mutuellement, je rétorque. Une famille ne falsifie pas de signature sur des documents de prêt. Nila fixe les papiers, les mains tremblantes. Je ne savais pas, Debra. Maman a juste dit que c'était un refinancement. Que tu avais tout approuvé. Je la crois. Nila a toujours été l'enfant prodige, mais jamais le cerveau. Cynthia renifle. Eh bien, que veux-tu? Envoyer tes parents en prison. Rendre ta sœur sans abri avec 2 enfants? La tête de papa se redresse brusquement. Ça suffit, Cynthia. La netteté de son ton nous surprend tous. En 40 ans de mariage, je ne l'ai jamais entendu lui parler de cette façon. Debbie a tout à fait le droit d'être furieuse. Ses mains burinées s'étalent sur la table. Si tu veux la maison, nous te la céderons. Le terrain adjacent peut être vendu pour rembourser ce que nous avons pris. Cynthia se tait, les mains se tordant sur ses genoux. Je regarde mon père, je le regarde vraiment. Le fier charpentier qui m'a appris à restaurer plutôt qu'à remplacer. À trouver de la valeur dans les choses endommagées. Ses yeux contiennent un mélange de honte et de soulagement. Le poids des secrets enfin levé. Je ne veux pas de votre maison, je dis. Je veux juste que ça se termine. Tante Rosa sort un carnet de son sac à main. J'ai parlé avec un ami chez First American Title. Nous pouvons faire un acte de cession rapide pour le terrain adjacent aujourd'hui. Le transférer directement à Déborah. On pourrait le vendre, dit papa. Le jeune Miller d'un accent grave côté le demande depuis des années. Il veut agrandir son jardin. Très bien. La voix de ma mère est sèche. Je n'ai pas besoin d'excuses, je leur dis. Surprise de découvrir que c'est vrai. J'ai juste besoin de paix. La pièce redevient silencieuse, mais la qualité du silence a changé. Non plus tendue par des accusations tacites, mais lourde d'une vérité enfin reconnue. 2 semaines plus tard, nous nous sommes retrouvés dans une société de titres en ville. L'avocat explique les documents avec un détachement professionnel. Papa signe en premier, puis maman. Le stylo plane dans sa main un instant avant qu'elle ne griffonne son nom. Je ne fais pas de discours sur le pardon. Je ne lance pas d'accusation. Je signe simplement là où c'est indiqué et j'accepte des copies des documents. Alors que nous nous levons pour partir, papa me touche le bras. Je suis désolé, Debbie, sa voix se brise, pour tout. Je hoche la tête une fois, incapable de trouver des mots qui ne briseraient pas mon calme soigneusement entretenu. Dehors, sur le trottoir, Nila s'approche avec hésitation. Je te rembourserai, promet-elle. Chaque centime. Prends soin de tes enfants, je lui dis. Tiens-toi sur tes propres jambes. Elle hoche la tête, des larmes coulant. Je le ferai. Je rentre seul à la maison, les fenêtres baissées, l'air d'automne fouettant la voiture. Mon téléphone sonne, Jenna prend des nouvelles. C'est fait, je lui dis. Comment te sens-tu? Je réfléchis à la question. La colère brûle encore, mais différemment maintenant. Pas la bouffée de chaleur de la trahison, mais quelque chose de contrôlé, d'utile. Le genre de feu qui forge plutôt qu'il ne détruit. Comme si j'avais enfin cessé de porter le poids des autres. 3 jours plus tard, un chèque certifié de la vente du terrain adjacent arrive. J'étudie les chiffres, calculant ce qu'il couvrira et ne couvrira pas de ce que j'ai perdu. Pas tout. Loin de là. Mais en pliant le chèque dans mon portefeuille,
je réalise que j'ai gagné quelque chose de plus précieux. Le pouvoir de la vérité. La force des limites. La liberté de ne plus être responsable du bonheur de tout le monde. Pour la première fois en 35 ans, la seule vie que j'ai à réparer est la mienne. La lumière du matin se déverse sur mon comptoir de cuisine dans la maison de plain-pied que j'ai restaurée au cours de l'année écoulée. La maison de 3 chambres se trouve sur un terrain d'angle avec une vue sur les Flatirons qui me coupent encore le souffle. Je trace du doigt le comptoir en chêne fraîchement poncé, me souvenant des échardes qui le rendaient autrefois dangereux au toucher. Mon téléphone vibre contre l'îlot en granit. Je baisse les yeux, m'attendant à un autre message de balance forward à propos de l'atelier sur la violence financière de demain. Au lieu de cela, le nom de Nila apparaît sur mon écran. Merci de me laisser arranger les choses. Les enfants s'ennuient de toi. Je pose ma tasse de café, ne ressentant ni la piqûre aiguë de la colère ni le poids lourd de l'obligation qui accompagnait autrefois son nom. Juste une conscience calme. Par des amis communs, j'ai eu des échos de la nouvelle vie de Nila. 3 emplois, pas d'aide. Debout sur ses propres jambes pour peut-être la première fois depuis le lycée. Emma va maintenant toute seule à l'école. Lucas a rejoint la petite ligue sans que personne ne le force. Je tape ma réponse avec soin. Je suis libre samedi après-midi si tu veux les amener. Sa réponse arrive instantanément. Juste moi d'abord. Nous devons parler. J'ai ajouté une condition sans m'excuser. 2 heures. J'ai des plans à 4 heures. Les limites semblent naturelles maintenant, pas égoïstes. Samedi arrive avec une pluie douce qui crépite contre les fenêtres du salon. Lorsque la berline compacte de Nila entre dans l'allée, je remarque l'enjoliveur manquant, la petite bosse sur la portière passager. Fini les voitures de luxe achetées avec le crédit des autres. Elle se tient sur mon Porsche, serrant une petite boîte en bois, les jointures blanches. Des gouttelettes de pluie s'accrochent à ses cheveux, qui pendraient des 100 couleurs pour la première fois depuis ses 12 ans. Tu as l'air différente, je dis, en m'écartant pour la laisser entrer. 3 emplois, ça vous change. Elle tente un sourire, mais sa voix manque du charme exercé qu'elle maniait autrefois comme une arme. Pas le temps pour les mèches quand on nettoie des immeubles de bureaux la nuit. Je la conduis à la cuisine, où 2 tasses de thé fument sur l'îlot. Pas de vin. Pas d'illusion de fausse intimité. C'est pour toi. Elle place la boîte en bois entre nous. Papa l'a trouvée quand il vidait la maison victorienne. Je soulève le couvercle à charnière. À l'intérieur repose la montre de poche de notre grand-père, son boîtier en or terni par le temps. Le seul héritage significatif qu'aucune de nous n'a reçu à sa mort. La seule chose que j'avais voulu. Comment savais-tu ? Je demande, la soulevant avec précaution. Tu l'as mentionné une fois, quand nous étions adolescentes. Elle me regarde la remonter doucement. Le mécanisme clique, puis commence à faire tic-tac avec une force surprenante pour quelque chose d'oublié depuis si longtemps. Peut-être que le temps n'efface pas les erreurs, je dis, mais il t'apprend quand arrêter de les répéter. Nous restons assis en silence alors que la pluie tape contre les fenêtres. Pas inconfortable. Pas forcé. Juste 2 adultes reconnaissant des vérités trop longtemps enfouies. Que as-tu fait de l'argent ? Demande-t-elle finalement. De la vente du terrain ? Je croise son regard directement. Je ne l'ai pas gardé. Maman a dit. J'ai ouvert des comptes pour Emma et Lucas. Des fonds pour l'université. Ses yeux s'écarquillèrent. Après tout ce que nous avons fait ? Après. J'ai fini de sauver les adultes, je dis, sentant la justesse de ces mots. Mais les enfants, ils méritent encore une chance. Quand elle part 1 heure plus tard, nous ne nous étreignons pas. Nous ne faisons pas de promesses sur les réunions de vacances ou les vacances partagées. Mais quelque chose a changé. Comme un os enfin remis correctement en place après des années d'un désalignement douloureux. Ce soir-là, je me suis assis seul sur ma balançoire de Porsche, regardant le coucher de soleil peindre les montagnes d'or. Mon journal repose ouvert sur mes genoux. L'entrée d'aujourd'hui est simple mais complète. La plus douce des vengeances est la paix et la tranquillité. Aucune amertume ne traverse ma poitrine alors que j'écris ces mots. Aucun besoin brûlant de régler les comptes. Juste la certitude calme que j'ai retrouvé mon chemin vers moi-même. Dans cette quiétude, je me sens enfin libre.